Bonjour, bonsoir, tout dépend de quand vous me regardez, chers auditeurs et spectateurs. Vous êtes sur la chaîne de Vérité à venir et en ce jour, je suis heureux de vous présenter Oscar Lalo, La race des orphelins. Un livre dont je vous ai parlé récemment, qui est en quatrième de couverture, nous inscrit une femme du nom de Hildegard Müller, mais qui n'est plus bien sûre de son identité par cette mémoire effacée qui devient gênante, ignorée et parfois insultée. Le livre commence par quelques citations et au tout début, il est dédicacé quelque part à son père. À mon père, être de lumière qui sut jouer avec les ombres. Nous enchaînons ensuite avec Barbara, Perlin-Pimpin. Je vous prie de faire silence. Pour qui, comment, quand et pourquoi? S'il faut absolument qu'on soit contre quelqu'un ou quelque chose, je suis pour le soleil couchant, en haut des collines désertes. Je suis pour les forêts profondes, car un enfant qui pleure, qu'il soit de n'importe où, est un enfant qui pleure. Car un enfant qui meurt au bout de vos fusils est un enfant qui meurt. Que c'est abominable d'avoir à choisir entre deux innocences. André Schwartz Barthes, le dernier des justes. Je cite. Madame, il n'y a pas de place ici pour la vérité. Fin de citation. Ou encore Herman Melville, Moby Dick. Je cite. Le second jour, une voile parut, s'approcha et me recueillit enfin. C'était la Rachel à la course errante. Ayant rebroussé chemin pour continuer de chercher ses enfants perdus, elle ne trouva qu'un autre orphelin. Fin de citation. Là, on entre dans le cœur du sujet du livre Oscar Lalo. Je m'appelle Hildegard Müller. Ceci est mon journal. Mon journal a de particulier que ça n'est pas moi qui l'écris. J'ai engagé un écrivain, un scribe, un traducteur en quelque sorte. Il traduit ma vie en mots. Je parle, il écrit. J'espère qu'il est fidèle. Je me force à l'imaginer, car ma vie m'a appris que les hommes ne sont pas fidèles. Alors, je vérifie, le soir, quand il me lit ma vie. Si je ne comprends pas, on change. L'idée de ce journal est de comprendre. Je l'ai engagé parce qu'on m'a dit qu'il savait trouver les phrases pour expliquer ceux dont l'enfance s'est coincée très tôt. Trop tôt. Pour l'instant, il pose les bonnes questions, c'est-à-dire qu'il n'en pose pas. Moi, je n'ai rien à déclarer. Je n'ai pas encore de bouche. J'ai juste besoin d'une main qui écoute. Une main qui saura écrire ce qu'elle a entendu, même quand je ne dis rien. Une main qui sache écrire vite aussi, pour ne pas avoir à me faire répéter si les mots sortent. Une main courante. Pour témoigner. Mon corps n'a pas de voix. Il a tout vécu, mais je n'y ai pas accès. Mon corps me sait, mais mon corps se tait. Lui aussi me traite comme une enfant. Toutes ces choses qu'il ne dit pas devant moi, il les dit quand je dors. Parfois, ça me réveille. Alors, il fait semblant de dormir, et je reste coincé dans ce rêve muet. J'ai longtemps rêvé que l'histoire de ma naissance exhibe ses entrailles, quelle que soit l'odeur qui en surgisse. La pire des puanteurs, c'est le silence. Il a fait de moi la figurante de ma vie, même pas de la figuration intelligente, où l'actrice prononce au moins un ou deux mots. Non, figurante bête, témoin muette, cloîtrée dans les cellules de mon corps qui emprisonnent ma mémoire. Je m'appelle Hildegard Müller. En fait, je crois que je ne m'appelle pas. Ce dont je suis certaine, c'est que mes parents biologiques ne m'ont pas donné ce prénom et que ce nom n'est pas le leur. À vrai dire, c'est tout ce que je sais d'eux. J'ai 76 ans. Je sais à peine lire et écrire. Je devais être la gloire de l'humanité, j'en suis la lie. J'ai besoin, avant de mourir, de dire à mes enfants d'où ils viennent, même s'ils viennent de nulle part. Je me dois de leur raconter leur père et leur mère, qui sont peut-être frères et sœurs. Il paraît que non. Mais je ne crois plus personne. Personne ne m'a jamais cru. Mon enquête est singulière. Elle patine et me piétine. À chaque fois que je trouve un indice, au lieu de progresser vers la lumière, je m'enfonce dans une nouvelle obscurité. À chaque fois que je crois enfin avoir compris comment j'ai vu le jour, je me prends une succession de nuits. Mes 1001 nuits, c'est pas un conte. Pourtant, j'ai besoin de cracher ma vie irracontable. Je l'ai en travers de la gorge. J'ai demandé à un libraire le nom d'un écrivain qui sache traduire les silences et les nuits. Il m'a parlé d'un Suisse, un conteur. Manque de peau, c'est un Suisse roman. Pour moi qui croyais que tous les Suisses parlaient allemand,
Lui le parle mal. Ça m'a énervé au début, après j'étais contente. Pendant qu'il cherche ses mots, moi j'ai du temps pour aller chercher les miens. Ils viennent de tellement loin. J'appelle mon scribe suisse mon SS. J'ai besoin qu'il soit un monstre froid, une machine. J'appuie sur play et sa main bouge. Un piano mécanique, sans musique, un piano à mots. Je mélodise, il harmonise. Il accompagne mon filet de voix, il me fait résonner. J'appelle mon scribe suisse mon SS. J'ai besoin de le redire, pour ne pas m'attacher. Je ne veux pas m'attacher. Je pourrais. Il me respecte. Il me sourit parfois. Comme de la lumière dans ma cave, je n'ai pas l'habitude. Je m'appelle Hildegard Müller. Ceci est mon journal. Il y a eu le journal d'Anne Frank et maintenant, il y a le journal d'Hildegard Müller. On me l'a lu, le sien. Nous parlons de la même chose. Nous sommes toutes les deux des enfants victimes du Troisième Reich. Anne Frank écrivait en hollandais. Mon scribe écrit en français. Il y a quelque chose d'insoutenable à écrire en allemand. Je dois m'accoucher ailleurs. Le suisse roman, c'est bien. Du français plus neutre. Mon scribe est là pour me traduire, pas pour m'écrire. Je ne veux pas être son personnage, surtout pas un personnage de fiction. Un personnage de fiction est là pour faire rêver ou pour faire peur. J'ai eu trop peur dans ma langue paternelle. Je ne veux plus rêver en allemand. Je veux que mon scribe me traduise en vous, qu'à un moment donné, vous vous disiez « j'aurais pu être elle ». J'ai fait le choix du français pour me désincarcérer de l'allemand. L'allemand est une langue qui a été torturée par les nazis. L'allemand est la langue des ordres, dont celui d'exterminer et celui de procréer. Beaucoup d'Allemands ont obéi aux deux. Comment, après ça, écrire en allemand la procréation et son cortège d'orphelins? Comment, après ça, écrire en allemand l'extermination et son cimetière d'orphelins? Mon scribe me lit Todesfuge, fugue de la mort, de Paul Celan. Chaque mot me transperce. Il parle de moi. Il parle de nous. Margaret, c'est moi. Sulamis, c'est Anne Frank. Les noirs de l'aube, nous te buvons la nuit. Te buvons à midi et le matin, nous te buvons le soir. Nous buvons et buvons. Un homme habite à la maison. Margaret, tes cheveux d'or, tes cheveux cendres, Sulamis, il joue avec les serpents. Il crie « Jouez plus douce la mort est un maître !» D'Allemagne, il crie « Plus sombres les archets et votre fumée montera vers le ciel. Vous aurez une tombe, alors dans les nuages où l'on n'est pas serré. » Ma petite enfance est un nuage de cendres qui me cache le soleil. La blancheur de mon nuage ne sera jamais blanche. Elle sera toujours vert de gris. Sa consistance jamais cotonneuse. Elle sera toujours fumée. Le vert de gris est toxique. Mon nuage vert de gris plane au-dessus de ma tête où que je sois. Il est gonflé de toutes les larmes de ceux que j'étais censé remplacer. Mon nuage n'a jamais cessé de pleurer sur moi. Ces 6 millions de larmes ne cessent de me noyer. Ma petite enfance est un nuage de cendres qui me cache le soleil. Le mur du silence aussi. Il continue de pousser autour de moi. Il justifie ma part d'ombre, me plonge dans l'obscurité de ma naissance, m'empêche de voir le jour où j'ai vu le jour, me fige dans le béton de mon éternelle culpabilité. Un béton armé par le Reich, son armature m'étouffe. J'ai vu tomber le mur de Berlin, mais mon mur du silence, il est toujours debout. Sur le mur du silence, l'écriture est ma nécessité. Mais je sais à peine écrire, d'où mon scribe. Le premier jour, « Racontez-moi votre vie ». Je lui réponds, « Je peux vous raconter ma non-vie ». Alors, on ne suivra aucun plan. Pour une Allemande, un plan, c'est rassurant. Comment on va s'y prendre? Il me répond, c'est un état. Il cite Louis Jouvet. Je cite, « Une phrase, c'est avant tout un état à atteindre. » Fin de citation. Sans cela, il est impossible d'écrire l'enfance volée, violée et, dans votre cas, étouffée. C'est cela, me répète-t-il. Votre enfance a été étouffée. Votre enfance est une flamme étouffée mais jamais éteinte. C'est pour cela qu'elle vous brûle encore. Mon scribe s'est installé chez moi. Il a 2 valises de livres. Il croit à la lecture pour ranimer ma mémoire. J'ai de quoi lire jusqu'à la fin de ma vie. Ça me prend et ça me rend heureuse. Même si le sujet de ces livres est plutôt sombre. Il dit que les livres sombres sont souvent lumineux. Il dit que la bibliothérapie et la luminothérapie, c'est la même chose. Une lampe frontale pour fouiller dans sa vie. Mais à la vitesse à laquelle je lis, il me faudra plusieurs vies. Ça tombe bien. Et j'ai envie d'en vivre plein d'autres. Ma vie est un nœud qu'on ne voit pas.
Je suis une détenue laissée en liberté, une prévenue qu'on ne prévient de rien, une accusée sans instruction, dans tous les sens du mot, instruction. On me ressort toujours le même chef d'inculpation, fille de Bosch. Mais quand je hurle, prouvez-le, on me répond, la preuve, c'est vous. Je suis un élément à charge, né coupable. Coupable d'avoir été conçu et abandonné par un fantôme. Son drap serait noir. Toutes les pièces de mon dossier se conjuguent au conditionnel. Ma vie, c'est l'histoire du type qui aurait vu le type, qui aurait vu le type, qui aurait vu le type. Seule certitude, personne n'a vu le type au commencement de cette chaîne infernale. Le type que personne n'a vu était mon père. Au commencement était l'absence. Ma vie, c'est l'absence de début. La vie, c'est les autres, pas moi. On m'a souvent interdit leur accès. Sinon pour les surveiller et les trahir. Mais ça j'y reviendrai. Ou pas. Je me suis toujours senti du mauvais côté du rideau de fer. Cette paroi glacée m'entoure où que je sois. Ma vie est jonchée de totalitarisme. Les totalitarismes se suivent. Avec leurs certitudes en béton, les certitudes des totalitarismes sont le terreau sur lequel poussent les orphelins. Je suis une orpheline de guerre. J'ai besoin de faire la paix avec mon enfance, la petite, qui aura duré trop longtemps, qui dure toujours, qui est dure toujours. Une orpheline aura toujours l'âge auquel elle a perdu ses parents. Je les ai perdus avant de naître. Je ne suis pas la seule orpheline. Otto Frank, le père d'Anne, est orphelin de filles. De filles, avec deux filles S. Margot aussi a été assassinée. Orphelin de femmes. Edith aussi, assassinée. Orphelin d'amis, Hermann, Patronella, Peter et Albert, tous assassinés. Il se remariera avec Fritzi, une déportée d'Auschwitz, orpheline de mari et de fils. Les orphelins s'unissent parfois. Ils s'agrippent le cœur, imbibés de leur solitude que parfois personne ne comprend. Ils se savent, les orphelins, ils se boivent, ils se goûtent à gouttes. C'est leur bouche à bouche, leur survie, la rosée de l'amour, quand on n'y croyait plus. L'amour entre ennemis, ça donne des bébés sales. Comme l'argent sale, après il faut les blanchir. À chaque guerre, ses enfants traîtres. Wehrmachtkinder, en Allemagne, Kriegsbarn, enfant de guerre, Kriegsbarna, né d'allemand, ou Kriegskungar, enfant de Bosch en Norvège, Boudoy, poussière de vie au Vietnam. Mal vu de donner la vie par tant de morts, inexcusable de naître traître, mortel d'aimer son ennemi, issu de parents interdits, on est orphelin. On est orphelin. Frappé du sceau de la trahison, je suis une orpheline dont les parents sont restés les lettres mortes. Les mots ne peuvent pas vivre avec les lettres mortes. Accident de la route, cancer, mauvaise chute. Je veux bien être orpheline à cause de ça. Orpheline comme tout le monde, orpheline par la malchance, par hasard, par maladie. Un malheur se sera abattu sur mes parents et on me plaindrait. Un malheur cohérent. Ça fait du bien la cohérence. Même dans le malheur, surtout dans le malheur. Être orpheline de parents vivants, c'est pas cohérent. Pas cohérent d'avoir été pouponné par des bourreaux, je l'ai été. Par le pire d'entre eux, Himmler. On avait droit aux meilleurs soins. Les meilleurs soins selon Himmler. C'est une infirmière après qu'on nous a arraché notre mère. Un plat protéiné dont il composait lui-même le menu. L'industrialisation de notre éducation. La rationalisation de cette industrie du bébé parfait. De l'amour mesurable, quantifiable, identifiable. Un amour théorique, un oxymore. Peu de lignes par page. Déjà un miracle qu'il y ait ces mots sur ces pages que vous tenez entre vos mains. Vous auriez pu tenir du vide. Mon histoire n'a pas de début, pas de chapitre non plus. J'ai perdu mon enfance, ma vie, ce vide. Quand mes juges m'ouvrent, ils ne voient pas le blanc de ma page. Ils voient du gris, du vert de gris. Ils voient les pages les plus sombres de l'histoire. Peu de lignes par page pour aérer ces histoires et cette histoire qui m'étouffe. Pour qu'on arrête de me regarder avec des lunettes teintées, enlevez-les. Et vous verrez que je n'ai jamais porté l'uniforme de mon père. Je n'ai jamais porté que son absence. Alors qui écrit ce livre ? Quand je le lui demande, mon scribe ne répond pas « c'est vous ». Il dit juste « ça n'est pas moi ». Je sais que ça n'est pas moi non plus. Seule certitude, mon histoire est une histoire dont l'absence est le personnage principal, à tous les étages. Son narrateur est d'une nouvelle espèce, omniscient mais silencieux, omniprésent mais invisible, comme mon père. J'ai essayé
J'essaie de dessiner mon père. J'ai commencé par l'uniforme pour faire le corps et la casquette pour faire la tête. Mais quand j'ai voulu y glisser l'homme, aucun corps n'est venu s'y loger. Je n'ai ni père, ni image de père. J'ai pris un scribe pour m'aider à travailler ma mémoire, mais ma mémoire boude. Je crois qu'elle fait la gueule de mon père, à jamais bouclée. Ce SS m'a laissé sans voix. Il m'arrive, parfois, d'entendre l'écho du silence de ma voix, la voix de ma naissance. Elle ne pouvait être qu'un cri, une animalité, un gémissement, l'écho du gémissement de ma mère quand on nous a disloqués. Dans la vie, on met tout en œuvre pour réussir son avenir. Dans ce journal, je mets tout en œuvre pour réussir mon passé, pour survivre à ma naissance. Je me dois d'écrire mon passé, de m'écrire au passé, sans que ce passé soit inconditionnel. Je m'inventerai bien un passé, on ne sait jamais. Comme tout est faux dans ma vie, tout pourrait être vrai. Je m'inventerai bien un passé, mais à chaque fois que j'essaye, je tombe dans les trous de ma mémoire. Vos trous de mémoire, me dit mon scribe, ne nous laissent pas d'autre choix qu'une écriture physique. Je dois labourer de ma plume le sillon de votre naissance dans une terre maternelle sans substrat. Dites ce qui vient. On va s'en remettre à vos mots. Si les mots se refusent, nous frotterons vos lettres pour en faire jaillir l'étincelle qui réchauffe et qui éclaire. À défaut de lettres, on ne fera rien. Votre naissance comme un objet perdu. On ne la retrouvera qu'en ne la cherchant plus. Je suis né à phrase avortée. Ça commence mal. Ça, c'est ma naissance. Je ne sais rien de ça, de cela. Enfin, cela n'est pas tout à fait exact. Ce CCDIA, c'est encore ma naissance. Rien dans ma vie n'est exact, à commencer par ma naissance, un événement approximatif, incertain, planifié, étatique, absurde, honteux. Je serais né dans une maternité SS, à Limbersborn, Lebensborn, je ne sais pas lequel. Il en aurait existé 34 pendant la Seconde Guerre mondiale, dont 9 en Norvège, où ma mère aurait accouché. On essaye de paraître savante quand on ne sait rien. On a dû accuser ma mère de collaboration horizontale. Je me raccroche à une collaboration sentimentale. Des dizaines de milliers de femmes qui ont eu des enfants avec des Allemands ont été tondues, publiquement, trimballées. Cortège de la honte. Ceux qui les insultaient leur crachaient dessus, leur arrachaient leurs vêtements. Ils hurlaient cela, même qui s'étaient tus quand on déportait leurs voisins. Proie facile, les femmes n'en finissent jamais de payer les conflits initiés par les hommes. Ou alors, ma mère a été violée. Le viol est une arme de guerre comme une autre. Il laisse moins de traces. Il tue sans la tuer celle qui en est victime. Je suis peut-être une de ces traces. Sinon, on ne m'aurait pas brûlé administrativement. On m'aurait permis de retrouver ma mère. J'en suis convaincu. On a délibérément fait en sorte que je ne puisse jamais retrouver ma mère. On m'a réduite au silence pour m'empêcher d'entendre sa voix. Ce journal est ma tentative de naître par voie orale. Mon journal me ressemble. Il est sans lieu, ni date. Je ne sais ni où, ni quand je suis né. Probablement en 1943. Le registre d'état civil où figurait cette information a été brûlé par les SS le 30 avril 1945. Le suicide d'Adolf Hitler tombe le jour de mon autodafé. Le jour de la mort d'Hitler, les SS ont détruit les informations relatives à ma naissance. Cette chorégraphie mort-vie prélude à mon inexistence. Je suis la fille de... Autre phrase avortée. Ça aussi je l'ignore. Je ne sais rien de mes parents biologiques, à part 2 étiquettes, SS et collabo. Les SS recevaient d'Himmler l'ordre de procréer. Procréer. Ça doit vouloir dire créer professionnellement. Je suis un ordre et un devoir. Les SS obéissent. Obéissaient. Pléonasme. Ordre exécuté pendant une permission, dans un foyer Lebensborn, à l'occasion d'une soirée organisée à cet effet. Le lendemain matin, il retournait tuer. Toujours ce balai mort-vie, vie-mort dans ce cas. C'est à peine si l'on communiquait le nom du prince, pas charmant. Son prénom, parfois, inventé souvent. Je suis fille de SS. C'est écrit sur mon front, c'est cloué dans mon dos. À l'avant, une autre pancarte, collabo. Collabo, ma mère. Je suis une fille sandwich, plaquée par la double infamie de mon ascendance. La tragédie des Lebensborn, c'est à la fois la tragédie de l'hérédité accouplée à la tragédie de l'absence d'hérédité. L'hérédité comme un épouvantail et son absence comme un édredon sans plume. J'étouffe du froid
de cette double hérédité. En sus d'être orpheline, fille de SS et de collabo, je suis une femme allemande. On m'a donné beaucoup d'ordres, j'ai beaucoup obéi. Je suis fatigué de recevoir des ordres et fatigué d'obéir. Himmler, le chef de la SS, donnait beaucoup d'ordres. Ma mère a subi son ordre de procréation. On a fait d'elle une collabo. On lui a expliqué qu'elle devait offrir un enfant au Führer. Quand les dictateurs sont ivres de pouvoir, ce sont souvent les femmes qui trinquent. On l'a probablement fait boire. On l'a probablement drogué. Offrir un enfant au Führer, je suis un cadeau empoisonné. 3 options pour ma mère. Jeune Allemande accouplée à un homme sans identité lors de ces fameuses soirées. Étrangère engrossée de gré ou de force par un SS. On lui promettait un accouchement en toute discrétion. Une question de vie et de mort. Ou femme de SS tombée enceinte de son amant. On garantissait la même discrétion absolue. La caractéristique principale des enfants Lebensborn est donc de n'avoir été officiellement conçu par personne. Je suis né de cette triple incertitude, date, lieu, parent, inconnu. On ne m'a jamais appelé la petite Müller. Quand on parle de moi, on dit toujours la petite Lebensborn. Pas un nom de famille, Lebensborn. Logique, j'ai pas de famille. Pas un nom propre donc, un nom sale. Je l'ai trop porté. En fait, Lebensborn, c'est un nom générique, un nom pas cher. Comme un médicament qui aurait perdu son nom d'origine, mais un médicament qui ne soigne pas. Non, plutôt un médicament qui rend malade. Des registres ont été retrouvés. Très bien tenus, d'accord, mais pauvres en informations. N'y figurait que notre prénom et notre numéro d'immatriculation. Ce numéro était notre chance, mais aucune chance d'y avoir accès en dehors des registres Stenoring 2, qui ont été brûlés. En cas d'adoption, le Reich ne fournissait à notre famille d'accueil qu'un seul document. Il certifiait que nous étions d'ascendance aryenne. C'est tout. C'est tout ce qui intéressait le Troisième Reich et nos deuxièmes parents. On m'a prénommé Hildegard. Je déteste l'initiale de mon prénom. Je préférais ressembler à ça, Hildegard avec un I. Car ils sont plusieurs H à m'avoir éclaboussé du sang de leurs millions de victimes. Hitler, bien sûr, Heinrich Himmler avec son HHSS, responsable de tout, responsable de moi, Reinhard Heydrich, Rudolf S., Rudolf Hoss, le commandant d'Auschwitz, l'être maléfique que le H. Je suis frappé par la similarité de nos destins à Anne Frank et à moi. Comme elle, je suis une victime du Reich. C'est la seule chose dont je suis certaine. Les Juifs obligés de se cacher et les enfants de SS qu'on cache, ça a commencé à peu près à la même époque, bien avant la guerre. La famille Frank débarque à Amsterdam en 1934. Le projet Lebensborn date de 1935. Le sombre projet de remplacer la race inférieure par la race supérieure. La seule race que les SS aient créée est la race des orphelins. Ce projet justifiait tout le reste. Et les millions de morts justifiaient ma naissance. Si on avait demandé à Himmler pourquoi toutes ces atrocités, il aurait répondu « pour elle ». Ma naissance justifiait les millions de morts. Vous comprenez mieux pourquoi on ne veut pas entendre parler de moi, pourquoi on n'a jamais voulu entendre parler de nous. On n'aime pas que les meurtriers se présentent en victimes, même quand ils ne sont pas meurtriers, même quand ils sont victimes. Himmler est responsable de la mort d'Anne Frank et de ma naissance, pas moi. Himmler m'a taché de son sang, et son sang est indélébile. J'ai le sang du monstre plein les mains. Vous feriez quoi à ma place? Comprendre? Essayez de comprendre. Ma tentative de comprendre pourquoi je fais partie de la race des orphelins et mon détachant pour faire disparaître le sang d'Himmler que j'ai sur la peau comme une tache de vin. Je suis issu d'une fabrique dont Himmler a tout fait pour qu'on ne raconte jamais l'histoire, une histoire verrouillée. Ma vie est un cadenas sans combinaison, un secret qui abîme. Ce que l'on ne sait pas est plus violent que ce que l'on sait. L'ignorance décuple l'imagination. Je suis un produit, non traçable, le produit le plus secret de la Seconde Guerre mondiale. Les SS voulaient fabriquer, je cite, la race première. L'angoisse d'Hitler, c'était que les humains soient interféconds. Ils le sont. J'aurais pu m'accoupler avec un Africain, un Asiatique, un homme d'un autre continent. Je viens moi-même d'une autre planète, où les enfants naissent sans parents. Le concept de race ne tient pas la route. Hitler jurait qu'il y avait plusieurs races humaines. Plus un dirigeant raconte n'importe quoi, plus il est cru. Je ne suis pas la seule à avoir été fabriquée dans un Lebensborn.
Nous sommes plusieurs dizaines de milliers dans ce cas. Et on ne saura jamais combien. Pour se compter entre orphelins, on se retrouve. Les orphelins sont les seuls sur lesquels je peux vraiment compter. Ceux qui n'ont rien sont souvent généreux. Dans ces réunions, je viens chercher l'écoute que les gens normaux me refusent. La compréhension surtout. La tendresse parfois. Meurthe me fait la cour. Mais comme il y a des chances qu'on vienne de la même maternité SS, on pourrait bien être frères et sœurs. Je ne vais pas prendre le risque de faire des enfants avec lui. On est assez taré comme ça. Alors, j'ai choisi Olaf. Comme son prénom ne l'indique pas, Olaf serait né dans un Lebensborn francophone. Les consignes étaient de choisir un prénom allemand, si possible à consonance nordique. Il y a peu de risques qu'on soit frères et sœurs. S'il est français, la voie est libre pour s'agripper le cœur. Mais ce serait faux de dire qu'on est tombé amoureux. Je ne voulais pas finir vieille fille, mais je suis restée une vieille petite fille. Quand tu flirtes avec un nom orphelin, à l'instant où tu essaies d'expliquer tes parents, le flirt s'enfuit poliment. Nous personnifions les SS alors que nous en sommes les victimes, mais ça, tu n'as jamais le temps de l'expliquer. On ne veut pas t'écouter, on ne peut pas t'aimer, on n'est pas aimable. Pourtant, j'ai longtemps cherché à me mettre en couple avec un juif. Le pardon comme socle de l'amour. Mais c'est comme si un bourreau rapportait sa tête à un guillotiné et lui disait, je cite, « Je n'y étais pour rien, épouse-moi ». Dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas recoller. Alors, j'ai choisi Olaf, un peu par défaut. Lui, je ne sais pas pourquoi il m'a choisi. On ne choisit pas sa naissance, malheureusement. Je ne pense pas qu'Olaf ait choisi son mariage. J'étais peut-être sa seule option. On ne choisit pas sa mort non plus. Si c'était le cas, on se serait tous suicidés à la naissance. Mais à cet âge-là, on ne sait pas que ça existe. À cet âge-là, on ne sait rien. À 76 ans, je ne sais toujours rien. Ce journal pour savoir. J'ai choisi Olaf comme mari, un Français pour me taire. Ne pas avoir de langue pour communiquer a tout de suite été un soulagement. Je lui disais « je t'aime ». Il me répondait « ich liebe dich » et ça nous suffisait. Cette incursion dans la langue supposée maternelle de l'autre nous permettait de ne pas dire notre amour. Nous ne nous aimions pas, mais nous partagions le même passé indéchiffrable. Savoir que son conjoint n'en sait pas plus que soi est un réconfort. Nous savions notre enfance sans substance. Ensemble, notre passé nous tenait moins froid. Avec Olaf, on a décidé d'avoir des enfants, qui aient des parents, identifiables, accessibles, mémorables, pour s'affranchir du Reich. Mais après la naissance du troisième, on a réalisé qu'on avait exaucé le vœu d'Hitler, deux grands blonds aux yeux bleus qui se reproduisent. Olaf, on a fait une blague en français. Quoi qu'on fasse, on est des bons à rien. Avec Olaf, on a décidé d'avoir des enfants pour nous donner une chance d'être comme les autres, pour casser la marche de l'histoire, la nôtre, la petite, avec son minuscule H, qui nous a marché dessus. Un jour, notre aîné est entré à l'école élémentaire. À la première réunion de parents d'élèves, on nous a informé que nos enfants allaient apprendre à lire. Ça nous a terrifiés. Que les autres nous jugent, c'est une chose, mais que nos propres enfants nous méprisent, ça non. Alors, on a décidé d'apprendre à lire, à respectivement 42 ans et 43 ans. Le problème, c'est que Johan apprenait plus vite que nous. Nous n'avions plus l'âge d'aller à l'école où nous n'avions pas été. L'absence de scolarité est une autre de nos absences, un manque qui bâillonne. On se sent dépossédé de parole à vie, d'où mon scribe. Et encore, sa parole est muette. Elle passe par sa main, et sa main par vos yeux. En me lisant, vous me ressuscitez. Vos yeux me donnent vie. Avant d'expérimenter sur les humains, les supérieurs comme les inférieurs, Hitler a joué à l'apprenti sorcier avec des chiens et des loups. Il voulait créer une race de chiens féroces. Mais la gentillesse du chien l'a emporté sur la sauvagerie du loup. Hitler est allé jusqu'au bout de ses idées sordides. Il a ordonné aux SS de dresser ses chiens OGM pour les rendre aussi agressifs qu'eux. Ça a pris un peu de temps. Les SS sont plus faciles à dresser que les chiens. Avec Olaf, maintenant que les enfants sont partis de la maison, on a décidé de prendre un chien. On a cherché lequel était le plus gentil. Une connaissance nous a dit le Golden. Ça sonnait juif, ça nous a plu. On a décidé de ne pas le dresser. On se venge comme on peut. Il ne s'agit pas d'une vengeance, il s'agit de réparer. De nombreux enfants Lebensborn exercent des professions où ils peuvent réparer ce que la vie a cassé. La vie m'a cassé. C'est plus juste que d'écrire, je cite, « j'ai une vie cassée ».
Notre fêlure est antérieure à notre naissance. Être né parfait nous a cassés. Ce livre aurait pu s'intituler, je cite, « Le journal d'une surfemme ». Cette inhumanité m'a été fatale. Le problème, c'est que le totalitarisme crée un homme de masse. La masse des Allemands et la masse des autres. Je suis une femme de masse. D'essentiel à ma naissance. Je suis devenu superflu moins de 2 ans plus tard. Mon scribe me dit que c'est la définition du totalitarisme, quand l'être humain devient superflu. Olaf m'appelle Sarah, sans H. C'est une belle preuve d'amour de sa part. Il n'attend pas que je me sois nettoyé d'Himmler. Un jour, on sera réparé, peut-être, grâce à ce journal. Il ne faut pas que je meure avant de le terminer. J'aimerais pouvoir me regarder une fois dans le miroir avant de mourir. Et n'y plus voir Hildegard, mais Sarah. Hildegard Bernard. On peut naître en se renommant. J'ai cru que j'allais naître en me mariant, que j'allais enfin pouvoir brandir un nom qui fasse sens, le nom de mon mari, devenir une femme comme une autre, la femme d'un autre. Puis Olaf m'a appris que Bernard n'était pas le patronyme de sa mère. Considéré pupille de l'État, la France lui avait attribué un prénom en guise de nom de famille. Pour nous, on devait orthographier nom de famille. De famille, non. Quoi qu'il en soit, j'ai finalement décidé de ne pas renaître dans un prénom inventé par un officier d'état civil français. Parfois, l'ignorance est confortable. Je ne sais rien de Müller, mais dans ce rien se cache peut-être une personne réelle dont je serai issu. Ce rien à l'épaisseur de l'incertitude. Un changement de prénom, de nom ou des deux peut vous sauver la vie ou vous causer beaucoup d'ennuis. S'appeler Hildegard Müller à Oslo après 1945, c'était comme avoir une croix gammée tatouée sur le front. Je pense que si le Lebensborn programme était allé jusqu'au bout de sa logique, nous aurions tous comme nom de famille Hitler. Ou non, plutôt Himmler. Nous sommes davantage une création d'Himmler, lequel, pour donner l'exemple, a enfanté 2 bébés en dehors de son mariage, et puis des filleuls qui ont eu le malheur de naître un 7 octobre dans un Lebensborn le même jour que lui. Ils ont tous Heinrich comme 2e prénom, gravé sur une coupe en argent. Quand on la tourne, on peut lire, je cite, « De la part de ton parrain Heinrich Himmler ». Fin de citation. Avec un tel parrain, il ne faut pas s'étonner d'une telle omerta. Nous aurions tous pu nous appeler Hitler ou Himmler, ou alors, comme en Espagne, porter le patronyme de nos 2 parents, Hildegard Hitler Himmler, HHH. Quel que soit notre nom, on a toujours été perçus comme des enfants de ces 2 criminels. On juge les enfants en fonction de leurs parents. Dans ce contexte, Hildegard Müller est un moindre mal. Même si personne n'a jamais pu me donner la moindre explication quant à mon nom de famille, logique, j'ai pas de famille. Pas de famille et pas d'identité. Pas de nationalité dont je sois certaine. Un nom, un prénom et une nationalité d'emprunt. Tout ce qui est d'emprunt doit être remboursé ou rendu. J'ai souvent eu peur qu'on frappe à ma porte et qu'on m'ordonne de rendre mon nom, mon prénom et ma nationalité. Je cite, « Ils ne sont pas à vous. » Je ne suis pas à moi. Je ne m'appartiens pas. Ce sera tout pour aujourd'hui, petite lecture d'une demi-heure. J'espère que ça vous plaît. Au moins, ça aborde le sujet, ça introduit un peu le sujet de la race, dont je reviendrai beaucoup plus en détail sur cette thématique. Et c'est un sacré témoignage quand même de cette nouvelle catégorie d'humains qui malheureusement a été dépossédée de ce que représente l'humain. L'importance à nouveau de la famille. Quand on voit certains qui tentent d'effacer soit l'identité par le nom, prénom dans le wokisme, soit de détruire le modèle familial en supprimant les parents, donc père et mère, par parent 1, parent 2. À nouveau, on est dans un ordre de folie. Et j'étais plutôt directement dans la folie pour vous dire, parce qu'en fait, on recopie des modèles qui n'ont pas fonctionné avec une multitude de témoignages comme cette femme et qui nous expliquent tout le mal que ça produit. L'effacement de l'identité, l'imposition comme ça d'une idéologie néfaste, soi-disant qu'il y aurait de la perfection pure et de facto entraîné de l'eugénisme. Et ça rejoindra Malthus, et c'est sur le principe de population, la surpopulation et d'autres programmes encore. Et puis l'idée de race, histoire d'une fiction, ou non d'ailleurs, on reverra ça. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve prochainement. La vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées, la victoire est assurée. Et si vous souhaitez me propulser,
puisque vous appréciez les contenus. N'oubliez pas, vous pouvez être acteur, pas seulement spectateur, auditeur, acteur, par les likes, les commentaires, les retours, peu importe, et vos partages également. Merci à vous. À bientôt.